Mais j'ai l'impression que le Congo s'est arrêté finalement de fonctionner. Plus rien ne marche au Congo-Brazzaville, les grèves un peu partout. Et sur ce même plateau, nous avons reçu hier, je ne sais pas si vous avez suivi, le responsable ou coordonnateur du collectif des enseignants communautaires et actifs du Congo-Brazzaville, qui nous a expliqué tout un tas de choses, mais ça fait froid au dos. Il nous a expliqué que les enseignants sont payés à 10, c'est-à-dire les membres de leur collectif. Donc ces enseignants qui sont en exercice d'aucun pratiquement plus de 15 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, d'autres 20 ans même d'exercice, perçoivent 10 000 francs CFA pour certains par mois et ce n'est pas régulier. Donc parfois c'est 3 mois après qu'on leur donne 10 000 francs CFA par mois, je dis bien. Voilà des enseignants qui doivent encadrer, éduquer les enfants congolais, donc l'avenir du Congo. Et c'est là que je disais, j'ai l'impression que le Congo s'est arrêté finalement. Ou alors c'est une stratégie, voilà, conçue, savamment conçue, pour détruire un pays, parce qu'on n'a pas besoin d'être expert pour comprendre que détruire un pays, on n'a pas besoin de faire une guerre sanglante, il suffit de détruire l'éducation. Hmm. Christian, ce que tu dis me fait de la peine, mais c'est une réalité. Moi, je ferai le premier commentaire suivant. Christian, pourquoi tu parles de 10 000 francs de mois? Ramène ça à la journée. Ramène ça à la journée. En prenant l'hypothèse qu'un mois, c'est 30 jours. 30 000 francs par mois, ça correspond à 330 francs par jour. 330 francs par jour. Et ramène ça à des données pratiques. Une course dans le bus où il y a des demi-terrains, une seule course, c'est 150 francs. Donc, quand tu ramènes ça à la réalité, je ne parlerai même pas du cynisme, je parlerai de la méchanceté. Et pour nous autres qui avons grandi au village, je parlerai même de la sorcellerie. Comment on peut, et après, on va vous dire qu'il faut aimer le pays, qu'il faut aimer la patrie, qu'il faut aimer. Est-ce que les gouvernants aiment ce pays? Je dis non. Parce que le chemin emprunté, comme tu as su bien le dire, c'est le chemin de l'autodestruction du pays. En détruisant l'éducation, on détruit le pays. Mais si vous remettez 10 000 francs, si vous remettez 10 000 francs à un Congolais par mois, 330 francs par jour, Christian, je voulais éviter de prononcer le mot, mais je le prononce quand même. C'est criminel, c'est de la criminalité. Venons-en donc au volet des accords de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda avec le nouveau développement qui révèle finalement un complot contre l'État congolais par Denis Christel Sassou Nguesso. Je cite ce nom, mais parce qu'évidemment, depuis un certain moment, il y a un sujet angolais qui en parle, qui témoigne dessus et qui a même démontré comment est-ce que Denis Christel Sassou Nguesso est allé voir le président angolais, vous l'avez même rappelé d'entrée du jeu, pour l'aider à, évidemment, faire un coup d'État. C'est ça, il faut utiliser les termes. À évincer son père parce que son père ne travaillait pas bien, les Congolais ne l'aiment pas et c'est lui qui le dit, c'est tout de même son fils, donc il connaît bien son père. Et donc, la question ici, pourquoi est-ce que depuis que ce témoignage passe, parce que ce n'est pas pour la première fois non plus qu'il le fait, il a commencé à en parler depuis fort longtemps dans les médias de la RDC, nous l'avons suivi, et dernièrement, il en a parlé sur un média alternatif de Maître Massengo Tchassé, c'est ça, et il est revenu encore là-dessus, et le monsieur en parle avec aisance, avec fort détail. Curieusement, jusque-là, Brazzaville ne réagit pas. Salut et bienvenue dans Droit de savoir. Mesdames, Messieurs, merci de suivre R7. Avec moi sur ce plateau, Clément Miraza, président du PSDC. Bonjour Clément. Bonjour, Christian. Encore une fois, merci
de me donner cette occasion de m'exprimer dans le cadre de l'émission Droit des savoirs. Merci Clément, j'aime bien à rappeler, c'est d'autant plus important que vous êtes ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, statisticien, cela pour la crédibilité de vos propos et vos avis sur l'actualité congolaise. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons tenter de décrypter l'actualité congolaise avec en toile de fond la crise socio-économique et éducative très profonde au Congo-Brazzaville. Commençons par la question de la jeunesse. L'année de la jeunesse avec le volte-face du gouvernement congolais sur l'année de la jeunesse, au gouvernement qui avait promis la création de 100 000 emplois et qui vient d'adopter curieusement un nouveau narratif, j'allais dire digne d'une escroquerie politique, parlant désormais des années de la jeunesse, 2024, 2025 et 2026. Vous avez certainement suivi Thierry Mungala à ce sujet. Quels commentaires en faites-vous? Merci pour la question, Christian, mais j'en suis véritablement triste, très, très triste. Il vous souviendra que c'est en décembre 2023, précisément le 31 décembre 2023, à l'occasion de son message de vœux pour la nouvelle année 2024, que le président de la République avait décrété l'année 2024, année de la jeunesse. Ça nous avait surpris pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est que cette annonce avait été faite après l'adoption du budget 2024 et on se demandait comment ça allait se passer. La deuxième raison, c'est que ça s'est fait après que le Conseil des ministres a examiné les résultats préliminaires du recensement général de la population de 2023 et est reconnu que 76% de la population était jeune. Donc, en fait, au Congo, si vous travaillez pour développer le Congo, vous travaillez pour la jeunesse. Et quelque temps après, on a vu sortir des papiers où il y avait, où je crois qu'on estimait le coût un peu de cette annonce à près de 167 milliards, si je ne me trompe pas. Et le gouvernement a fait une annonce, je crois, au cours d'un conseil des ministres qui a dû avoir lieu le 18 janvier, pour dire qu'on va créer 100 000 emplois, dont 10 000 emplois, etc., dans la fonction publique et 90 000 dans le secteur privé. Bon, on était surpris. D'abord, pourquoi, Christian? Le gouvernement a du mal à déjà faire face aux charges incompressibles, notamment les salaires, les pensions. Et on le voit tout d'un coup annoncer qu'il y aura un recrutement de 10 000 personnes. On s'est dit, tiens, donc il y a bien de l'argent quelque part si ce gouvernement est un gouvernement responsable. Et les gens ont dit, suivons, on va suivre pas à pas, etc. Et au moment où on arrive à l'approche des festivités du 64e anniversaire de l'indépendance, lançant, semble-t-il, une émission quinzaine du gouvernement pour, semble-t-il, essayer de contrer la poussée des médias en ligne, des réseaux sociaux, tout ça. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, donne une interprétation curieuse qui a surpris tous les Congolais, qui dit que finalement l'annonce court sur la période 2024, 2025, 2026. Première question, les Congolais se sont demandé, est-ce qu'au Congo, on a décrété qu'un an, c'est maintenant 36 mois? Deuxièmement, puisqu'il est incapable de donner les statistiques, il est incapable de donner les chiffres, sauf à faire des approximations statistiques, on s'est dit, mais s'il y a recrutement, où est la difficulté? Bref, on s'est rendu compte d'une chose. C'est l'aveu d'un séquent échec, qui n'est pas le premier d'ailleurs. Et je rappelle, Christian, que ça rentre dans le cadre de ce que le président Denis Sassou Nguesso a lui-même déclaré. Le ver est dans le fruit, il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. C'est la preuve de l'échec frappant. Et il faut que nous revenions là-dessus. Parce que l'année de la jeunesse, en fait, même si le président a profité de son message à l'occasion du 34e, du 64e anniversaire, pour dire que ce n'est pas l'année de la jeunesse, ce n'est pas un slogan, mais c'est devenu un slogan. En fait, c'était pour faire, et il faut que les Congolais le sachent, pour préparer Denis Sassou Nguesso à être candidat en 2026, malgré le constat d'échec de la politique et de son bilan extrêmement négatif. Donc voilà la Alors, mais première donc, réaction. il y a quelqu'un qui me disait le fait d'abord d'étendre ça sur 3 ans, donc 36 mois, 2024, 2025 et 2026,
c'est une façon, en fait, de renvoyer la jeunesse dans la précarité, dans la misère absolue et pour bien utiliser cette jeunesse comme une bétail électorale, c'est-à-dire la famer pendant ces 3 ans et ben voilà, se servir de cette même jeunesse à qui on pourrait tendre des billets de 500 francs CFA, de 2000, et dire, ben voilà, il faut encore voter pour voilà, celui qui est là, parce que c'est lui le sauveur, ainsi de suite. Et parce que moi, ce que je ne comprends pas, et c'est la question que je voulais vous poser, c'est que dans le même temps, on nous a parlé de la croissance économique. 3,7%. Donc on suppose qu'il y a eu beaucoup plus d'argent, mais comment se fait-il que dans le même temps, on vient dire encore à cette jeunesse que, bon, écoutez, on ne peut plus rien pour vous, à la rigueur, le message qu'on envoie à la jeunesse, c'est de les renvoyer au calendre grec, c'est-à-dire ça ne se fera pas. La vérité, c'est ça, mais il fallait trouver des mots pour, voilà, le dire. Croissance économique, dans le même temps, on dit à la jeunesse qu'on ne peut pas créer de l'emploi pour vous. À qui profite finalement cette croissance économique? Est-elle vraiment réelle? Avant de donner la réponse de fond, Christian, je vais d'abord te dire une chose. La croissance économique de 3,7% au Congo ne signifie absolument rien. Pour la simple raison que même si cela était réel, ce qui serait curieux, c'est que cette croissance ne crée pas d'emploi. Cette croissance n'améliore pas les conditions de vie des Congolais. Et quand tu poses la question, à qui profite? Mais à une petite minorité. Christian, il faut que les Congolais comprennent. Il faut que les Congolais comprennent. Nous avons adopté la Constitution du 20 juin 2002, du 20 janvier 2002. À l'approche de la fin du second mandat de Denis Sassou Nguesso, on a sorti cette affaire de la population, semble-t-il, à partir des sages du Niari, tout ça qui voulait que Sassou continue parce que c'est le seul qui peut développer ce pays, c'est le seul qui peut garantir la stabilité, etc. Et ils ont pris tous les avis juridiques, y compris l'avis de Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel en France, qui leur a dit il ne peut pas avoir changement de constitution au Congo, sauf si on ne respecte pas la loi. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, qu'est-ce que tu constates, Christian? Dans la nouvelle constitution que nous avons faite, que nous avons mise en place en violation flagrante, tant des textes congolais que des textes de l'Union africaine. C'est clair. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais au lieu de prévoir dans notre constitution 2 mandats maximum, on en a prévu 3. Mais on arrive à la fin du 3e mandat. Et c'est pour ça que les Congolais constatent l'agitation. Celui qui a lancé le premier l'agitation, c'est qui? Mais c'est Colline Makosso, sur un plateau de télévision de France, qui a annoncé qu'il était en train de travailler pour que Denis Sassou Nguesso soit candidat en 2026. Et on a repris le même slogan, cette fois-ci toujours par Colline Makosso, à l'occasion de la présentation des vœux des corps constitués congolais, qui a dit, qui a présenté Sassou à l'opinion nationale et internationale comme l'homme providentiel. Mais cet homme providentiel n'est pas en conformité avec la loi. Cet homme providentiel a un bilan extrêmement négatif. Et on va y venir puisque lui-même en sentir le poids en parlant plus de 20 fois du mot responsabilité dans son message de fin d'année. Et il Évidemment, se trouve, pardon Clément Mirassa, nous allons donc continuer tout à l'heure, mais avant, je propose donc à nos téléspectateurs cet extrait de la vidéo où, évidemment, Anatole Collinet Makosso demandait même aux chrétiens de prier le bon les Dieu 12 qui lui heures. donne donc la vie, une longue vie à Denis Sassou Nguesso, l'homme providentiel selon lui, pour qu'il continue à gouverner le Congo. Suivez. Nous espérons vous voir continuer aussi longtemps que l'Éternel vous garantira santé et longévité de conduire notre nation vers les rivages du développement et du bien-être. Naviguons avec assurance sur les eaux tranquilles de la paix que vous avez instaurées, restaurées et consolidées. Puissent, à travers leur humble et constante prière, les chrétiens et croyants demander à l'Éternel notre Dieu de veiller sur vous, de sorte que vous prospériez à tous égards.
Bien voilà, donc pour Anatole Collinet Makosso, Denis Sassou Nguesso doit continuer à rester là. Et le même, nous l'avons entendu, c'était en juillet dernier, dire que le Congo n'avait plus les ressources pour voilà, faire face aux besoins, j'allais dire, élémentaires, c'est ça, hein. Et donc, un aveu d'échec où il n'y a plus rien. 40 ans de pouvoir après, on vient de démontrer aux Congolais qu'il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire pour vous. Et d'ailleurs, le constat, il est très amer. Pour ceux qui sont au Congo, ils le savent. L'accès à l'eau potable est difficile, à l'électricité pareil, pas de santé, pas d'éducation. On reviendra tout à l'heure sur l'éducation. Rien, mais rien ne marche et les grèves sont annoncées un peu partout. Et dire que finalement, Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme providentiel, à se demander si réellement, lorsqu'ils tiennent de tels discours, est-ce qu'ils croient même à leur propre discours? Non, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour ça que les Congolais doivent bien analyser le mot responsabilité dans le message du chef de l'État. En fait, Christian, on est arrivé à un niveau où, comme je l'ai déjà dit et je le reprends, le passé effraie à cause du bilan négatif. Le présent préoccupe et l'avenir demeure incertain. Quand on parle, par exemple, de cette démarche, mais essayons de réécouter Laurent Sokoko, qui a dit clairement que Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président de la République, ministre du gouvernement Anatole Collinet Makosso, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, a dit clairement au président Dos Santos, mon père ne travaille pas bien. Mon père ne travaille pas bien. Les Congolais ne l'aiment pas, au-delà des apparences qu'il fait apparaître à l'extérieur. Et quand il dit ça, il dit quoi? Mais il faut que je le remplace, que je le renverse pour essayer de conserver le pouvoir. Tout le problème, c'est celui de la conservation du pouvoir. Et les gens se rendent compte que non seulement devant le bilan extrêmement négatif, qui est connu maintenant de tous les Congolais. Moi, quand on me parle de bilan, je n'ai que deux mots. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. C'est clair. Après 40 ans de pouvoir et après 64 ans d'indépendance. Donc, à mon avis, c'est dans ce contexte extrêmement difficile que le pouvoir du parti congolais du travail, parti qui lui-même n'est pas en conformité avec la loi, veut encore repositionner. Je me rappelle, un dignitaire du PCT avait dit, il faut que nous soutenons Denis Sassou Nguesso dans sa position, parce que quand il est dans cette position, il nous défend. Mais on comprend aisément la situation. Donc, Christian, la jeunesse doit bien véritablement prendre conscience, parce que, et je vais terminer là, si le président de la République, si les gouvernants sont sincères avec les Congolais, avec la jeunesse, la première démarche après, c'est résoudre le problème des 14 000 milliards. Si nous résolvons ce problème, le recrutement des jeunes, l'emploi, on n'aura pratiquement plus de problème. Mais quand on en parle, ça devient pratiquement un crime de lèse-majesté et on essaie dessus. Donc voilà, Christian, ce que je voulais donner Évidemment, comme... Clément Mirassa, l'éducation, c'est aussi la grève du corps des enseignants vacataires et prestataires de l'université Marien Ngouabi à partir évidemment de ce lundi 19 août 2024. Ils réclament leur dû et je propose donc à nos téléspectateurs de suivre un extrait de leur déclaration. Suivez. Les enseignants vacataires et prestataires de l'université Marien Ngouabi ont suivi avec attention le compte rendu fait par le bureau exécutif sur les démarches entreprises concernant le paiement des heures de vacation qui devrait intervenir avant la fête du 15 août 2024. Selon les propos de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique en date du 25 juillet 2024, lors d'une séance de travail en présence du président de l'université Marien Ngouabi et de son équipe technique. Après analyse et débat, le corps des enseignants vacataires et prestataires des universités constate avec amertume le manque de volonté du gouvernement pour le paiement des heures de vacation malgré le sens de responsabilité des enseignants vacataires et prestataires.
à préserver un climat social favorable au bon fonctionnement de l'université Marien Ngouabi. Eu égard à ce qui précède, le corps des enseignants vacataires et prestataires des universités décrète une grève générale et illimitée à l'université Marien Ngouabi à compter du lundi 19 août 2024 dès 7 heures. Clément Mirassa, j'ai bien envie de... Mais j'ai l'impression que le Congo s'est arrêté finalement de fonctionner. Plus rien ne marche au Congo-Brazzaville, les grèves un peu partout. Et sur ce même plateau, nous avons reçu hier, je ne sais pas si vous avez suivi, le responsable ou coordonnateur du collectif des enseignants communautaires et actifs du Congo-Brazzaville, qui nous a expliqué tout un tas de choses, mais ça fait froid au dos. Il nous a expliqué que les enseignants sont payés à 10, c'est-à-dire les membres de leur collectif. Donc ces enseignants qui sont en exercice d'aucun pratiquement plus de 15 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, d'autres 20 ans même d'exercice, perçoivent 10 000 francs CFA pour certains par mois et ce n'est pas régulier. Donc parfois c'est 3 mois après qu'on leur donne 10 000 francs CFA par mois, je dis bien. Voilà des enseignants qui doivent encadrer, éduquer les enfants congolais, donc l'avenir du Congo. Et c'est là que je disais, j'ai l'impression que le Congo s'est arrêté finalement. Ou alors c'est une stratégie, voilà, conçue, savamment conçue, pour détruire un pays, parce qu'on n'a pas besoin d'être expert pour comprendre que détruire un pays, on n'a pas besoin de faire une guerre sanglante, il suffit de détruire l'éducation. Christian, ce que tu dis me fait de la peine, mais c'est une réalité. Moi, je ferai le premier commentaire suivant. Christian, pourquoi tu parles de 10 000 francs de mois? Ramène ça à la journée. Ramène ça à la journée. En prenant l'hypothèse qu'un mois, c'est 30 jours. 30 000 francs par mois, ça correspond à 330 francs par jour. 330 francs par jour. Et ramène ça à des données pratiques. Une course dans le bus, où il y a des demi-terrains, une seule course, c'est 150 francs. Donc, quand tu ramènes ça à la réalité, je ne parlerai même pas du cynisme, je parlerai de la méchanceté. Et pour nous autres qui avons grandi au village, je parlerai même de la sorcellerie. Comment on peut, et après, on va vous dire qu'il faut aimer le pays, qu'il faut aimer la patrie, qu'il faut aimer. Est-ce que les gouvernants aiment ce pays? Je dis non. Parce que le chemin emprunté, comme tu as su bien le dire, c'est le chemin de l'autodestruction du pays. En détruisant l'éducation, on détruit le pays. Mais si vous remettez 10 000 francs, si vous remettez 10 000 francs à un Congolais par mois, 330 francs par jour, Christian, je voulais éviter de prononcer le mot, mais je le prononce quand même. C'est criminel, c'est de la criminalité. Et je crois que c'est mon point de vue. Et je suppose que les gouvernants doivent en assumer lorsqu'on sait, et je prends plaisir à le dire, je ne sais pas combien gagne le président euh, du Congo, je sais combien gagne Macron, je sais combien gagne le président Diomaye Faye au Bassirou Diomaye Faye, etc. Mais quand on vous dit après ça qu'un ministre d'État gagne 15 millions, son indemnité de logement, c'est 2 millions. Qu'un ministre simple gagne plus de 11 millions, son indemnité de logement, c'est 1,5 million. Vous voyez bien que ce qui se passe au Congo, c'est de la criminalité. Et on a tout fait, Christian, pour que les Congolais s'en rendent compte. On a tout fait pour vider toutes les caisses de l'État, pour appauvrir l'État. En fait, appauvrir les Congolais pour faire en sorte qu'ils apparaissent comme les grands maîtres sur la base de l'argent qui a été volé, en détruisant l'éducation, en détruisant la santé, en détruisant tout le système congolais. Voilà la situation réelle. Et donc, sur ce volet, nous apprenions évidemment avec ce responsable que la Banque mondiale avait décaissé de l'argent pour qu'on paye, évidemment, malheureusement, cet argent a pris une autre direction et c'est sous Anatole Coliné Makosso. C'est le cas de le rappeler parce que c'est triste, c'est triste.
d'apprendre de telles choses et jusqu'aujourd'hui, ces jeunes essaient de se battre pour leur intégration dans la fonction publique. Bon, voilà, cela nous envoie donc, nous conduit à emboîter sur le volet message à la nation de Denis Sassou Nguesso à l'occasion, bien sûr, du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. Alors, Denis Sassou Nguesso exhorte la jeunesse à la responsabilité, cette jeunesse à qui on a tout privé, privé de liberté, privé d'emploi, privé de logement, privé de santé, privé d'éducation. Les faits sont là. Là, nous parlons des faits. Et à cette jeunesse, on demande d'être responsable, d'aimer le pays. Vous avez suivi le message de Denis Sassou Nguesso. Votre premier commentaire. J'ai déjà eu l'occasion de le dire publiquement, je le redis. Message extrêmement décevant qui traduit un manque de vision, qui traduit le fait qu'après 40 ans du pouvoir, dans tous les cas, il n'y a qu'au Congo, il n'y a que dans des pays comme le Congo, le Cameroun, la Guinée équatoriale, où on peut trouver des gens qui restent 40 ans au pouvoir. Mais vous envoyez maintenant, vous envoyez le bilan. Et lorsqu'on parle de la responsabilité, Christian, moi j'ai essayé après ce discours de me référer au dictionnaire. Et j'ai essayé de prendre deux explications un peu de ce mot responsabilité. Je vais me permettre de les lire. Dans le dictionnaire, j'ai lu ceci. La responsabilité, c'est l'obligation ou la nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Ça, c'est la première vision. La deuxième, fonction, position qui donne des pouvoirs de décision, mais implique que l'on rende compte. C'est ça qui est fondamental. Et je dois dire au président Sassou, il faut qu'il sache qu'il doit rendre compte des 40 ans de ses 40 ans de pouvoir. Je vais prendre un exemple simple en liaison avec la jeunesse chrétienne, pour que les Congolais comprennent. Lorsque nous avons été à la conférence nationale, nous avons constaté que la dette constitue un véritable obstacle pour le développement du Congo. Et qu'aussi longtemps que ce problème ne sera pas résolu, il n'y aura pas d'avenir pour le développement de notre pays. Les gouvernants s'en sont préoccupés, depuis le président Pascal Lissouba, il faut le reconnaître. Et nous sommes arrivés en 2010 à atteindre le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très développés. Et on a vu notre dette réduite de façon significative à autour de 20-25% du produit intérieur brut, la norme communautaire de la CEMAC étant de 70%. Et en termes de chiffres, notre dette était ramenée à 1565 milliards de francs CFA. Mais par la suite, Christian, qu'est-ce que nous avons connu? De 2004, 2005 à 2014, nous avons connu une embellie pétrolière qui a fait que nos budgets dégageaient des excédents. Et aujourd'hui, notre dette au 31 décembre 2023 était de 8 497 milliards de francs CFA. Première question, Christian, qui en est responsable? Clément Mirassa, le paysan dans son village? Non. C'est les gouvernants actuels qui en sont responsables. Oui, mais Sassou Nguesso dit que c'est tous les Congolais qui sont responsables. Non, 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 les choses sont claires, Christian. Et moi, je vais essayer d'avancer aux Congolais. Malheureusement, j'espère qu'ils ne seront pas choqués. Je leur dirai que je suis catholique. Et en matière de prière, Christian, on dit le salut individuel. Il y a la responsabilité collective, il y a la responsabilité individuelle. Il ne faut pas que le président Denis Sassou Nguesso se dérobe de sa responsabilité, d'autant que régulièrement, il a voulu faire comprendre aux Congolais que le pays allait bien, etc. La preuve, il a changé la constitution parce que, dit-on, il y avait des projets qu'il n'avait pas exécutés, parce qu'il allait garantir la stabilité et la paix au pays. Mais où est la stabilité, où est la paix? Mais je te prends un autre exemple, Christian. La valeur du point d'indice au Congo dans la fonction publique a commencé à évoluer depuis 2014. Et en 2017, elle atteint 300 francs. L'indice est 300. Mais explique-moi pourquoi depuis 2014, les retraités n'ont pas été alignés en suivant, d'autant qu'il y a dans les textes, il y a un article qui dit que
toute augmentation de cet indice entraîne automatiquement l'augmentation dans la même proportion de la pension et de la rente. On peut expliquer Mais comment les pardon, retraités... pendant que vous parlez déjà des retraités, Clément Mirassa, dernièrement, c'était en juillet dernier, Firmin SA recevait les responsables syndicaux des fonctionnaires retraités du Congo à qui il faisait savoir le trou est profond, très profond, mais tout de même, il avait promis payer au moins un mois avant, je crois, la semaine qui devrait suivre. Et aujourd'hui, nous sommes le 19 août 2024. Est-ce que la pension a été payée? Premièrement, Christian, j'en profite pour te dire que le gouvernement d'Anatole Coliné Makossa a perdu toute crédibilité. Ils sont dans le mensonge, ils sont dans le faux, ils sont dans ce que j'appelle la tchatch. Maintenant, pour revenir précisément à ta question, il a été dit, semble-t-il, par Firmin Ayessa, qu'on connaît une crise financière, le trou est profond, c'est le plus profond. Tous les Congolais le savent. Non, tous les Congolais ne savent pas. Tous les Congolais savent que l'argent a été volé, il a été détourné, il est rentré dans la corruption. Christian, Anatole Coliné Makosso peut expliquer aux Congolais comment un jeune de moins de 50 ans peut avoir 1850 milliards dans les paradis fiscaux. Tu sais ce que ça représente? 1850 milliards dans les paradis fiscaux. Coliné Makosso peut expliquer par rapport aux révélations des Panama Papers qu'un Congolais puisse avoir plus de 2000 milliards dans les paradis fiscaux. Fais toi-même le calcul. Supposons même, et je souhaite que les Congolais soient habitués à ce genre de calcul, supposons même que par an ou par mois, qu'il épargne 1 milliard de francs CFA pour que les Congolais trouvent le ridicule de cette hypothèse. À la fin de l'année, il aura épargné 12 milliards. Au bout de 10 ans, il aura épargné 120 milliards. Et comment il fait pour atteindre en 20 ans de travail 1800 000? Vous voyez bien qu'il est évident qu'on est dans le vol, on est dans le détournement, dans l'impunité totale. Et c'est là où le président Sassou doit, à mon avis, accorder une attention particulière à la notion de responsabilité. Pourquoi ces gens ne sont pas poursuivis? Pourquoi il y a l'impunité? Évidemment, ça s'explique. Et le président de la République aura d'autres aspects qu'il devra expliquer aux Congolais. La gestion clinique, il peut expliquer aux Congolais pourquoi toutes les régies financières ne sont dirigées que par des cadres issus d'un même département, sinon d'une même ethnie. Non, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux là-dessus. Mais pour revenir aux retraités, ils sont maltraités depuis. Et moi, l'appel que je lance, c'est aux retraités. Quand on me demande à nos syndicats même de convoquer une assemblée générale, là, j'apprends qu'après le fait que la pension du mois de juin, parce que là, nous parlons de la pension du mois de juin. On ne parle même pas encore de celle de juillet, et celle d'août est en train de venir. Pendant que cette pension n'est pas payée, bon, nos syndicats, dit-on, bon, ils sont en train de faire des démarches pour aller vérifier au Trésor. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont vérifier au Trésor. Est-ce que la mission d'un syndicat, c'est d'aller au Trésor vérifier je ne sais quoi? Non, c'est la mission, selon moi, c'est de rendre compte à leurs membres et que les membres, moi j'ai des propositions à faire pour qu'on se sorte de... Moi j'en ai. S'ils convoquent une assemblée générale, je ferai des... Mais pourquoi ils ont peur de convoquer l'assemblée générale pour que les retraités leur fassent des Mais propositions? Voilà. s'ils peuvent pas convoquer l'Assemblée générale, vous pouvez leur faire ces propositions, Et même je la la refais là. démission, oui. Je la refais là. Je l'ai déjà faite, je la refais. La dernière assemblée a eu lieu, je ne sais pas en quelle année, à la commune de Wenze. Et depuis, ils sont toujours, on apprend, nous les retraités, nous apprenons. Ils sont chez le directeur général de la Crève, ils sont chez le ministre Aliessa, mais sauf convoquer une assemblée générale pour que les intéressés puissent au moins réfléchir ensemble de leur situation et s'il y a des propositions à faire. Évidemment, je sais que le pouvoir actuel a peur parce qu'ils se disent que si on se retrouve, on va certainement demander à faire une manifestation. Mais la manifestation est autorisée par la Constitution. L'article 27, je crois, est clair sur la question et nous n'avons pas le droit de ne pas chercher à manifester
pour que nos droits soient respectés. Voilà, Christian. Alors, sur le volet 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, on va boucler avec, bien sûr, la parade militaire qui a été organisée à Brazzaville sur le boulevard Alfred Raoul. On a interdit aux autres départements d'organiser cette fête. Et voilà, c'est des soldats qui ont défilé, alors que généralement, cette fête est célébrée avec la population. Elle se voulait tout de même populaire. Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle configuration, cette manière de célébrer la fête de l'indépendance qui concerne évidemment tous les Congolais, normalement, mais on a privé les autres Congolais de célébrer cette fête. Christian, d'abord, je regrette que le ministère de l'Intérieur, sinon le préfet, le préfet directeur général de l'administration du territoire, ait publié sur l'instruction du ministre de l'Intérieur un texte pour dire que dans les départements, il n'y aurait pas de parade. Non, où on la supprime dans tout le pays. Il y a une raison évidente. Nous traversons une situation économique et financière difficile où on ne la fait pas du tout. En fait, Christian, moi, ça, c'est mon analyse politique. Ce qui s'est passé, c'est que les jeunes ont lancé des mots d'ordre pour dire que le 15 août, il fallait qu'on organise la marche de la misère. Et les gouvernants ont craint qu'à travers le pays et dans tous les départements, qu'on ait du mal à maîtriser la situation si d'aventure ces jeunes sortaient. Donc, on a pris les dispositions pour la supprimer dans les départements. Mais pourquoi on l'a gardée à Brazzaville? Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Pourquoi on supprime ailleurs? Et puis, je crois qu'il y a une volonté quand même de vouloir justifier de l'argent qui était déjà sorti du trésor. Je ne sais pas combien est sorti, mais les gens ils se sont malgré tout rendus compte qu'il y a beaucoup d'argent qui est sorti. On aurait pu s'en passer. Je prends l'exemple du Sénégal où le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a pris la décision d'avoir une manière originale de fêter la fête de l'indépendance en tenant compte du contexte et du monde. Et on ne peut pas, à mon avis, parler de crise économique et financière, de difficultés de trésorerie et de ne pas être capable de réduire le train de vie de l'État. Et ça fait partie des dépenses qui auraient pu être supprimées. On aurait pu supprimer ça et puis régler le problème des étudiants qui sont bloqués à Marrakech, des étudiants qui ont des problèmes au Togo, je crois l'école d'architecture. Les Congolais n'en auraient pas souffert. Ils auraient compris. Mais notre gouvernement n'est pas capable de faire ça. Le gouvernement d'Anatole Kouliné-Makosso est incompétent, incapable et il n'aime pas les Congolais. Au-delà de la tchatche qu'ils font, ils sont spécialistes dans les réunions, dans les conférences. C'est ça, ils excellent. C'est-à-dire essayer de donner du point de vue de l'extérieur une image du Congo qui ne correspond pas à l'image interne. Voilà, Christian. Oui, mais ma question, c'est de savoir, est-ce que c'était la meilleure manière de répondre à ces appels à la marche pacifique des jeunes, c'est-à-dire supprimer carrément ou interdire la célébration de cette fête? Est-ce qu'ils vont continuer comme ça, finalement? Voilà, ça devient comme on aimait bien suivre cette petite série de Tom et Jerry, c'est-à-dire, bon, voilà, si Tom agite le drapeau là-bas, Jerry court par ici, et ainsi de suite. Jusqu'à quand et jusqu'où iront-ils, eux? Parce que c'est d'abord le régime de Brazzaville en train d'esquiver, de jouer à cette stratégie, comme qui dirait, de la terre brûlée. Christian, est-ce que tu trouves normal que les gouvernants actuels puissent se présenter devant les Congolais, féliciter les Congolais pour leur esprit de sacrifice, féliciter les Congolais pour leur esprit de résilience, tout en sachant, Christian, je te prends un seul chiffre, mais je vais en prendre quelques-uns d'autres, que 160 milliards ont été détournés au ministère de la Santé de 2020 à 2022. Est-ce qu'on peut avoir l'esprit tranquille lorsque le chef de l'État a déclaré dans son message devant le Parlement réuni en congrès en 2006 qu'il y avait des excédents budgétaires, qu'ils seraient logés dans un compte de stabilisation et que chaque année on ferait l'audit? Plus de 18 ans après, aucun audit n'a été fait.
Et on ne veut pas donner de réponse, la responsabilité justement, on ne veut pas donner de réponse aux Congolais sur la situation de cet argent. Mais les exemples, ils sont nombreux. Maintenant, quand vous prenez par exemple les Panama Papers, mais ceux qui sont impliqués, c'est lesquels? C'est les membres du bureau politique du Parti congolais du travail, c'est les membres du comité central, c'est les membres du gouvernement. Est-ce qu'il est normal qu'un gouvernement puisse rester silencieux devant une telle révélation? Mais si on leur avait dit que Moukoko fait un coup d'État, Mirassa fait un coup d'État, ben, rapidement, leur domicile allait être entouré par une cinquantaine de véhicules de police, de gendarmerie, tout ça. Mais sur ça, vous voyez bien que on accepte l'impunité et on a choisi de protéger, excusez-moi le mot, mais c'est le vrai mot, on a choisi de protéger les voleurs qui ont plongé le pays dans la situation. C'est bien le mot qu'il faut utiliser parce qu'on a essayé de parler de responsables, de scandaleux crimes économiques. Je crois que ça n'a pas touché les gens, mais c'est de l'argent qui a été volé, mais c'est de l'argent du Congo. Évidemment, c'est de l'argent volé, c'est même le terme qu'il faut utiliser pour qu'il soit bien compris par les Congolais. Alors, venons-en donc au volet des accords de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda avec le nouveau développement qui révèle finalement un complot contre l'État congolais par Denis Christel Sassou Nguesso. Je cite ce nom, mais parce qu'évidemment, depuis un certain moment, il y a un sujet angolais qui en parle, qui témoigne dessus et qui a même démontré comment est-ce que Denis Christel Sassou Nguesso est allé voir le président angolais, vous l'avez même rappelé d'entrée du jeu, pour l'aider à évidemment faire un coup d'État. C'est ça, il faut utiliser les termes. À évincer son père parce que son père ne travaillait pas bien, les Congolais ne l'aiment pas et c'est lui qui le dit, c'est tout de même son fils, donc il connaît bien son père. Et donc, la question ici, pourquoi est-ce que depuis que ce témoignage passe, parce que ce n'est pas pour la première fois non plus qu'il le fait, il a commencé à en parler depuis fort longtemps dans les médias de la RDC, nous l'avons suivi, et dernièrement, il en a parlé sur un média alternatif de Maître Massengo Tchassé, c'est ça, et il est revenu encore là-dessus, et le monsieur en parle avec aisance, avec fort détail. Curieusement, jusque-là, Brazzaville ne réagit pas. Et vous l'avez même rappelé aussi que le général Jean-Marie Michel Mokoko est en prison aujourd'hui depuis pratiquement 8 ans, où il purge une peine de 20 ans de prison, et que son accusation, le processus a commencé par une vidéo qui avait circulé sur Internet. Pourquoi est-ce qu'on n'interpelle pas Denis Christel Sassou Nguesso, là où les éléments ont été donnés, je dis bien avec détail, et le monsieur dit même s'il faut témoigner, il est prêt à venir témoigner à Brazzaville. Comment expliquer cette complaisance? J'ai l'impression que, parce que même sur la question, et c'est ce que moi j'ai constaté, après je peux me tromper, hein, le PCT est très timide sur la question. Le PCT ne se prononce pas. Est-ce qu'ils savent? Peut-être qu'ils sont dans, comme qui dirait, dans les arènes, ils connaissent ce qui se passe, peut-être qu'ils sont au parfum du complot qui se prépare derrière ces accords de cession des terres qu'on a présentés au début, mais maintenant on commence à comprendre que finalement derrière ces accords, c'était tout autre chose. Pourquoi les intéressés cités par ce témoignage ne sont pas interpellés au Congo-Brazzaville? Christian, avant de répondre à ta question, permets-moi, je vais peut-être être un peu long, de répondre d'abord à une préoccupation, ce problème des terres. Pourquoi je le dis? Ce débat a eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Et tout le monde, tous les Congolais ont vu la difficulté que Claudine Minari a eue pour que sa question soit inscrite. Donc, en fait, au niveau des gouvernants, ils ne veulent pas en parler. Mais j'ai sous mes yeux, c'est la déclaration du président de l'Assemblée lors de la clôture de la 6e session administrative de cette institution. Et je vais lire pour que je dis que les gouvernants créent sciemment la confusion sur ce problème. Pourquoi je le dis, Christian? Je reprends ce que
le président de l'Assemblée, Isidore Mbouba, a déclaré. Une fois de plus, la question de la fausse cession des terres, Christian, au Rwandais, il a été débattu. Et écoutez son appréciation. L'éclairage le plus lumineux a été donné, ainsi que les supports écrits de tous les actes posés qui démontrent que le Congo n'a pas vendu ses terres au Rwanda, tout simplement parce que les terres du Congo ne sont pas à vendre. Et il conclut en disant ceci: les terres congolaises demeurent congolaises et demeurent congolaises ad vitam aeternam, en dépit de la diversion des esprits chagrins qui, pour des raisons de survie politique, colportent à tout va le mensonge. Vous voyez bien l'appréciation. Donc, Isidore Mbouba considère que ce que Colline Makosso a développé a été très lumineux. Vous voyez qu'on n'est pas dans le même monde. J'ai la lettre que Colline Makosso nous a adressée. Quand je dis nous, c'est Destin Gavé, Jean-Pierre Agnangol, Victor Onyango et moi-même. Et je reprends un des passages que Colline Makosso a lui-même écrit. Je voudrais bien croire au regard de ces propos, parce que nous avons dit non à la vente, non à la cession, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et Colline Makosso dit, je voudrais bien croire au regard de ces propos et du contenu de votre déclaration que la communication gouvernementale n'a pas été suffisamment convaincante. Colline Makosso reconnaît, mais quand il s'est retrouvé à l'Assemblée, il n'a rien apporté de nouveau. Maintenant, quand Isidore Mbouba dit que ça a été éliminé, je dis non, ils sont dans le mensonge. Parce que quand je prends la lettre, qui est très longue, que Colline Makosso nous a adressée, au point 20, Colline Makosso nous dit que nous nous basons sur la déclaration de l'ambassadeur rwandais au sortir de son rendez-vous avec le ministre des Affaires foncières, nous nous basons sur la vidéo, etc. Et que malheureusement, nous, semble-t-il, d'après le cours du droit administratif qu'il a fait, que l'administration n'est pas orale, elle est écrite. Monsieur Colline Oui, mais ce qu'il ne dit pas, pardon, Clément Mirassa, c'est que ces responsables ne sont jamais revenus sur leurs propos, ni la télévision rwandaise n'est jamais revenue sur son reportage. Donc, tant qu'il n'y a pas eu mais ces j'en viens. démentis ou corrections, on peut considérer que ces informations demeurent vraies et on peut continuer à en parler. Non. Là où Colline Makosso n'est pas sérieux, c'est que dans la documentation qu'il nous a donnée, quand Mbouba dit que tous les actes posés ont été mis, non. Colline Makosso nous conseille de nous reporter aux informations données par la CI. Et il ne veut pas que nous tenions compte des informations qui ont été données par le site officiel de l'ambassade du Rwanda. Il ne veut pas que nous tenions compte des informations qui nous ont été données par les Échos, le journal en ligne Les Échos du Congo-Brazzaville. Il ne veut pas que nous tenions compte des informations qui nous ont été données par l'Agence d'information d'Afrique centrale et même par le Patriote. Où en sommes-nous? C'est de la dictature, c'est quoi? Et ensuite, Christian, avant de passer au dernier point sur cet aspect, mais l'article 25, Colline Makosso nous l'a bien repris dans sa lettre, au début de sa lettre. C'est lui-même qui écrit. Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. Mais tu sais pourquoi ils ont choisi, y compris Mbouba, y compris Colline, tu sais pourquoi ils ont choisi ça? Mais parce qu'ils sont agacés et embarrassés par la question qu'il leur est posée. Qui du Rwanda et de l'Angola, et qui du Rwanda et du Congo ment sur cette question, puisque la vidéo dit clairement qu'il y a 980 km². Ce n'est pas Mirassa qui l'a dit, c'est des Rwandais qui étaient prêts, qui ont visité les terres et qui étaient prêts à venir y faire de la... Bon, mais maintenant, le dernier point, avant que je ne réponde à ta question sur les révélations importantes de Laurent Sokoko. Mais Christian, Isidore Mbouba, Anatole Colline Makosso, ne savent-ils pas comment ça s'est passé en 2016, après qu'ils ont procédé de la manière dont ils ont fait au changement de constitution?
Comment ils ont fait pour arrêter Jean-Marie Michel Moukoko? Ce n'est pas à partir d'une vidéo. Ce n'est pas à partir d'une vidéo qu'on a mise d'abord sur les réseaux sociaux, qui a ensuite circulé dans les médias officiels, que Jean-Marie Michel Moukoko a fini par être convoqué à la direction générale. D'où vient qu'aujourd'hui, que ce soit pour répondre à la question qui ment entre le Congo et le Rwanda, la vidéo faite par les Rwandais eux-mêmes devient problématique. La déclaration faite par l'ambassadeur, il conteste la déclaration faite par l'ambassadeur qui lui-même a dit « Je suis venu spécialement demander les titres fonciers pour les terres que le gouvernement congolais a donné à l'État rwandais. » Vous voyez bien qu'il y a un problème. Maintenant, pour revenir à ta question sur Laurent Oui, Sokoko. mais pendant que tu vas continuer le développement de ta réponse, je voudrais rappeler ici à nos téléspectateurs, lorsque l'ambassadeur rwandais en juillet 2021 va voir Pierre Mabiala pour demander des actes fonciers, en réalité les titres fonciers, c'est ça, c'est que la procédure de demande de ces actes fonciers avait été amorcée depuis 2017 et nous avons retrouvé les éléments. Donc, quand il va demander les actes fonciers, il sait de quoi il parle, en fait, en 2021. La procédure avait été amorcée en 2017. Et ces éléments-là, nous les avons retrouvés. Je crois qu'à ce niveau-là, et déjà la réaction même du président du Sénat, Isidore Mvouba, après, je me posais la question, voilà pourquoi je posais d'ailleurs la question tout à l'heure, de savoir est-ce que les gars du PCT, s'il faut les appeler comme ça, les membres du PCT, ou le PCT, n'est pas dans ce complot qui se dessine ou qui se prépare contre le Congo-Brazzaville. Mais nous allons continuer à chercher, je crois que ça ne va pas tarder, nous saurons ce qui se trame derrière. Parce que ici, on comprend bien que tous ceux du PCT qui interviennent, c'est pour éluder la question, pour essayer d'étouffer le débat autour, parce qu'ils savent que derrière le débat, ben voilà, tout va conspirer. Le vrai problème, le vrai objectif de ces accords finalement va conspirer. Et voilà pourquoi ils se battent pour empêcher, si vous les avez suivis, ou nos téléspectateurs qui nous suivent, depuis qu'on parle de cette affaire, le constat c'est que lorsque les membres du PCT interviennent, c'est pour étouffer le débat. Quand Anatole Collinet intervient, c'est pour étouffer le débat. Généralement, il dit c'est clos, c'est fait. Bon, je pense que maintenant, là, on peut taire la question. Quand Thierry Mungala intervient, c'est pareil. Pourquoi craignent-ils le vrai débat franc et honnête sur cette question? Christian, tu as compris que les révélations faites par Laurent Sokoko gênent beaucoup de gens. Et je crois que les gens qui sont les plus gênés, ce sont les gouvernants, les membres du Parti congolais du travail, surtout les membres de la direction de ce parti. Christian, les choses sont claires. Sokoko nous a dit un certain nombre de choses importantes. Première chose importante qu'il a dit, c'est en marge de la mission de travail que Denis Christel Sassou Nguesso soit effectuée au niveau de l'Angola, qu'il a obtenu en marge de sa délégation. Donc, les membres de la délégation de Denis Christel Sassou Nguesso, qui travaillent à la SNPC, n'étaient pas au courant de cette démarche. Première chose. Deuxième chose, quand le rendez-vous a lieu, mais ce que Denis Christel Sassou Nguesso dit est même très fort. Un, mon père ne travaille pas bien. Deux, les Congolais ne l'aiment pas. Trois, il ne faut pas essayer d'accorder de l'importance à ce qu'il fait à l'extérieur. Il le fait pour essayer de donner une image, mais ce n'est pas la situation réelle. Quatre, il y a un problème de conservation du pouvoir. Et cinq, par rapport à ce problème de conservatoire, il demande au président Dos Santos de lui apporter son appui pour renverser son père et qu'il puisse occuper la place. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là la partie qui inquiète les gouvernants du Congo et les responsables du PCT. C'est lorsque Sokoko révèle que devant cette fin de non-recevoir, Denis Christel Sassou Nguesso se tourne vers le Rwanda et des deals, des accords, ils sont signés. Mais vous ne voyez pas. C'est Denis Christel Sassou Nguesso qui est le seul signataire des accords. Et nous avons même appris dans les débats qu'ils ont eu au sein du PCT
qu'on lui a reproché d'avoir confisqué les rapports, les accords. De sorte que moi, j'ai le lot des accords qui nous a été envoyé, mais je me demande si ce sont les vrais ou les faux, parce que je ne sais pas. Parce qu'il faut qu'il y ait une possibilité qu'on me donne la bonne Authentifier, réponse. d'abord, il faut authentifier ces accords si c'est réellement. Il faut qu'il soit authentifié. Mais donc, quand on sort de ça, Christian, nous, ce que nous avons dit est simple. Il y a la jurisprudence Moukoko. Et c'est simple. Il faut l'ouverture d'une enquête judiciaire. Et dans le cadre de la démarche, de cette démarche, on doit respecter le principe de la présomption d'innocence. Mais la lumière doit être faite. Parce qu'il y a des analystes politiques comme moi qui disent, puisque Sokoko a bien dit, et j'ai bien retenu ça dans sa déclaration, que Paul Kagame est devenu le parrain de Corneille Nangaa, qui se bat à l'est de la République démocratique du Congo, et de Denis Christel Sassou Nguesso, et que la mission qui a été confiée à Denis Christel Sassou Nguesso, c'est de tout mettre en œuvre pour que dans un premier temps, Corneille Nangaa devienne président de la République démocratique du Congo. Et ce n'est qu'après avoir réussi cette mission que Denis Christel deviendrait président de la République du Congo. Est-ce que devant une telle information, et Christian, ce qui me bouleverse, Non, pardon, est-ce que ça veut dire que, bon, mais nous sommes là sur les révélations de Laurent Sokoko, ce n'est pas nous qui le disons. Est-ce que ça veut dire qu'en installant, c'est une stratégie peut-être de guerre ou d'agression, il faut d'abord installer Corneille Nangaa à Kinshasa. Une fois installé, Corneille va aider Denis Christel Sassou Nguesso à s'installer au Congo, quitte à envahir le Congo militairement pour imposer Denis Christel Sassou Nguesso. C'est ce que ça voulait dire. Non, mais j'en viens, Christian. Parce que lorsque nos gouvernants, notamment le Premier ministre, le président de l'Assemblée, avec précipitation, disent que le dossier est clos, il ne peut pas être clos, Christian. Pourquoi je le dis? Mais parce que le Congo, nous voulons faire utiliser nos terres pour que le Rwanda obtienne les moyens financiers pour continuer à entretenir la guerre au Rwanda, à l'est de la République démocratique du Congo, et à massacrer les populations de l'est de la République démocratique du Congo. Et l'un des volets que les Congolais doivent comprendre, et c'est en ça la subtilité, parce que les gouvernants n'osent pas répondre à la question, sur la base de quelles études les sites où on a voulu placer les Rwandais ont été choisis. Quand vous prenez Maluku, par exemple, Christian, le parc industriel et commercial de Maluku, mais il faut faire une approche également militaire. Pourquoi? Mais parce que Cristal Venture, nous en sommes maintenant édifiés, Cristal Venture est une structure de la nomenclatura militaire rwandaise. Donc, il ne faut pas se préoccuper du parc industriel et commercial. Il faut beaucoup plus voir l'aspect militaire à la frontière. Et c'est ça par rapport au site choisi. Et c'est pour ça qu'ils veulent que le débat soit clos. Qu'aujourd'hui, le Congo est comme isolé par rapport à l'Angola, par rapport à la RDC, qui estime que nous représentons un danger pour eux et que les sites ont été choisis pour constituer une menace à la fois à la RDC et à l'Angola. Donc, vous voyez que ça prend un caractère géopolitique et géostratégique. Est-ce qu'ils ne peuvent pas le comprendre? Mais en plus, parmi les réponses qu'ils n'ont pas été capables de donner, parce que c'est l'ambassadeur du Rwanda qui s'est permis de dire que, en fait, ces sites ont été choisis en fonction de leur proximité du port. Vous voyez que c'est un argument fallacieux, irrespectueux, injurieux même pour le peuple congolais. Mais en dehors de ça, Christian, d'autres questions leur ont été posées. Pourquoi avoir choisi le Rwanda pour la culture du ricin, alors que le Rwanda n'a pas une expérience avérée dans cette culture, qui en plus appauvrit les sols? Et ensuite, pourquoi les zones ciblées au niveau du Congo sont les zones à très forte densité humaine? La Bwenza avec 30 habitants au kilomètre carré, le Poulet et le Niari avec une densité qui varie entre 11 et 13. Donc, devant toutes ces questions, mais ils se rendent compte qu'ils sont pris à la gorge.
Et puis Et oui, mais Christian. pendant que vous êtes en train de parler de ces questions, je reviens un peu sur le choix des sites. Et je vais un peu m'attarder sur le site Maluku. Je crois dernièrement, on a rappelé que le choix de ces sites violait d'ailleurs la loi d'attribution des terres au Congo-Brazzaville parce que les zones frontalières, normalement, ne sont pas cédables, s'il faut le dire comme ça, si le mot existe. On ne peut pas donc céder ces zones aux partenaires étrangers. Là, ils ont violé la loi. Mais en plus, dans nos recherches, nous avons échangé avec un expert qui connaît très bien Maluku et qui nous a démontré que finalement, le projet Maluku est un fiasco total. D'abord, l'État congolais a investi 250 milliards pour installer Maluku dans la configuration actuelle. Et très curieusement, ils ont semblé, c'est ce que le gouvernement congolais nous dit, avoir vendu ce site à 100 milliards de francs CFA. Déjà là, il y a un problème. Et même s'ils ont pu vendre ça à 100 milliards, cet expert nous dit, en réalité, un bon partenaire, quelqu'un qui connaît les affaires, quelqu'un de sérieux, honnête, ne peut pas prendre ce site même pour un franc symbolique. Il nous a expliqué simplement parce que ce n'est pas exploitable. D'abord, il n'y a pas d'électricité là-bas. Donc, si vous prenez ce site, il vous faut construire des centrales électriques. Deux, il n'y a pas d'eau là-bas. Si vous prenez ce site, vous devez construire donc des châteaux d'eau, etc. Mais dans ce site, qu'est-ce qu'on trouve? Parmi les unités de production, il y a une unité de production des carreaux. Il nous explique, il dit, prenons d'abord pour la fabrication des carreaux. Il faut de la matière première. Mais vous trouverez la matière première, ou même si vous prenez ça au Poul, c'est très loin. Si vous prenez ça au nord, c'est très loin. Et le produit fabriqué va coûter beaucoup plus cher parce qu'après, il faut le confronter au marché SEMAC. Mais dans ce même marché, il y a aussi la Chine qui propose, par exemple, des carreaux à petit prix. Et s'il y a un premier marché international pour le Congo-Brazzaville, c'est bien Kinshasa. Or, lesquels vous allez installer là-bas? Les Rwandais qui vont fabriquer les carreaux pour vendre à Kinshasa ou à l'Angola? Alors, donc, il nous a vraiment fait une démonstration telle que la zone Maluku n'est qu'un prétexte qui cache un complot, et c'est ce qu'il a dit, qui cache un vrai complot contre le Congo-Brazzaville. Et comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, un peu l'annexion de Kinshasa, et puis bon, voilà, profiter de ce rapprochement de Kinshasa, etc. Et donc, moi, je reviens là-dessus pour dire, avec tous ces éléments, parce qu'une fois qu'il m'a démontré tout ça, il m'a aussi démontré que personne de sérieux ne peut injecter son argent là-bas. Il dit, il répète, même un franc symbolique. Non, quelqu'un de sérieux ne peut pas le faire parce que ça ne va pas lui rapporter. Et c'est ça qui conforte finalement sa thèse à lui avec le témoignage de Laurent Sokoko tel que vous étiez en train de le dire tout à l'heure. Et là où je me dis, ben, finalement, les informations commencent à concorder. Mais nous ne sommes pas les seuls à suivre ces informations, à les connaître. C'est là que je disais, est-ce que le PCT n'est pas dans cette stratégie, évidemment, comme qui dirait, dans ce complot qui se dessine contre le Congo-Brazzaville? Et cet expert nous a dit, ça ne va pas tarder. Essayez d'observer, vous verrez ce qui va se passer au Congo-Brazzaville. Et pourquoi devant une question aussi sensible qui menace la sécurité nationale, la souveraineté territoriale du Congo, le PCT semble être permissible. Quand je dis Christian, PCT, parce que je sais que c'est le PCT qui est au pouvoir. Ils sont revenus au pouvoir par voilà, les mécanismes que tout le monde connaît, par un coup d'État militaire. Mais c'est eux qui sont au pouvoir. Pourquoi? Face à des questions aussi sensibles comme ça, qui menacent la sécurité et la souveraineté territoriale du Congo, ils deviennent passifs. Personne ne veut aborder ces questions-là. Quand on veut aborder, ils sont les premiers à vouloir taire tous ceux qui dénoncent ces accords. mais Christian, merci bien pour toutes ces informations que tu donnes aux Congolais pour ce qui est de la situation de Maluku. Moi, je ne me suis jamais fait le moindre doute. L'occupation de Maluku par les Rwandais
n'a aucune autre justification que militaire, surtout lorsqu'on se rend compte que Cristal 28 est une structure non seulement de financement du FPR, mais c'est une structure de la nomenclature militaire rwandaise. Donc, faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Maintenant, s'agissant de la situation chrétienne, il s'agit d'un complot international qui vise l'assassinat du président de la République du Congo. Christian, tu trouves normal que le gouvernement n'en parle pas? La présidence du Congo n'en parle pas? Aucune institution n'en parle? Le PCT n'en parle pas? Mais nous insistons sur ça. Pourquoi, Christian? J'étais à Brazzaville lorsque le président Marien Ngouabi est mort. Et je vais dire quelque chose aux Congolais qui va certainement les choquer. Je vais dire quelque chose aux Congolais qui va les choquer par rapport à la mort du président Marien Ngouabi. Le président Marien Ngouabi est, semble-t-il, mort autour de 14 heures. Mais avant 18 heures, les responsables du complot avaient été déjà arrêtés. Le capitaine Kimwala avait déjà été tué. Est-ce que tu me saisis, Christian? Avant 18 heures, les Ngalibali, comment ils s'appellent, les Mungungangila, avant 18 heures, le 18 mars, ils avaient déjà été arrêtés. Donc l'enquête avait été véritablement ultra rapide. Et quand vous voyez bien, prenez la succession des dates. Nous ne voulons plus vivre ce genre d'événement dans ce pays. C'est bien d'aller chercher des missiles, c'est bien. Regardez au Rwanda, lorsque l'avion du président Habyarimana est tombé, regardez la conséquence. Un génocide, je ne dirais pas seulement des Tutsis, un génocide des Rwandais qui a provoqué près de 800 000 morts. Christian, regardons notre propre histoire au Congo, la guerre du 5 juin. On a eu entre quatre. Est-ce qu'il est normal que les institutions, ils auraient même, les intéressés ou l'intéressé auraient pu démentir, mais Sokoko est là, il est vivant. Il a dit qu'il est prêt à la confrontation, puisque c'est lui qui a pris le rendez-vous. On devrait en profiter. On dit au gouvernement congolais, ouvrez une enquête pour que la lumière soit faite. Parce que le volet, Christian, au niveau où nous sommes, je considère que dans la première phase, les Congolais ont déjà dit non à la vente ou à la cession des terres. Mais le deuxième volet, c'est lorsque Laurent Sokoko révèle, et je souhaite qu'il soit entendu là-dessus, que devant le refus du président Dos Santos d'accéder à cette demande, Denis Christel Sassou Nguesso s'est tourné vers le Rwanda, a signé des deals et des accords et est devenu pratiquement sous le parrainage. Et quand je vois que c'est Denis Christel Sassou Nguesso qui a signé tous les accords avec les Rwandais, je me dis qu'il y a véritablement un problème qui mérite d'être éclairé. Donc, que le PCT, parce qu'aujourd'hui, Christian, il faut que les Congolais le sachent. Le véritable problème du Congo, c'est quoi? On se rend compte que le bilan du président Sassou est véritablement négatif. Comme son fils l'a dit, il ne travaille pas bien, les Congolais en sont convaincus. Mais il y a un problème de succession. Pendant longtemps, on a parlé de succession dynastique, puisque semble-t-il que dans les pays comme les nôtres, on prépare son fils pour le remplacer, parce que le fils est le mieux placé pour vous protéger des graves crimes, des scandales, etc., que vous aurez causés. Mais est-ce que ça marchera toujours comme ça? Donc, il faut que les gens prennent conscience. Il faut que les Congolais en prennent conscience. Et c'est là, Christian, où j'appelle les Congolais à leur responsabilité. Parce qu'il faut le reconnaître que lorsqu'on parle de responsabilité, tant collective qu'individuelle, nous, les Congolais, nous avons une responsabilité. Parce que je dis aux Congolais, le silence n'est pas le bon choix pour suivre les problèmes de gouvernance dans un État comme le Congo. Et je déplore, maintenant que c'est sûr, maintenant regarde, Christian, ce qui se passe. C'est qu'en dépit de ce qu'on ait tout fait pour que l'opinion congolaise soit informée de cette situation, les ministres se sont réunis, le président Oyo, ils sont en vacances. Ils sont en vacances. Donc, c'est un problème pour lequel ils n'accordent pas une grande importance. Ils sont en vacances, on n'a rien dit. Certainement qu'ils pensent que ça sera silencieux comme le FIGA
Les Congolais ont fait du bruit, après, ils se sont tués. Ça sera silencieux. Les 160 milliards détournés à la santé, on n'en parle. Mais sur ça, parce qu'il s'agit de la vie des Congolais, il s'agit de la perturbation de la paix de ce pays, il s'agit des faits qui peuvent amener des événements extrêmement sanglants dans le pays. Nous autres, nous tenons à la force des arguments, mais il y en a beaucoup qui, dans ce pays, tiennent toujours et ils sont accrochés à des visions qui font verser le sang des Congolais. On est fatigué et on dit au président de la République, nous ne voulons plus. Puis je dis au président de la République, je dis d'ailleurs au gouvernant, pourquoi le problème du ramassage des armes après la guerre du 5 juin 80? Pourquoi on n'en parle toujours que dans le pool, alors qu'on sait que dans la zone nord, il y a eu extrêmement beaucoup d'armes et que ces armes sont en circulation à Brazzaville. Même au-delà des armes, vous voyez bien que maintenant les jeunes bébés noirs massacrent les gens avec les machettes, avec un certain nombre de choses comme ça. Donc, il y a une véritable situation et on dit, c'est vrai, que dans le cadre de la succession, Christian, il faut que les Congolais commencent à comprendre. Dans le cadre de la succession au pouvoir, le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Pierre Ngolo, qui est dans des cas d'événements d'un certain genre, aurait pu assurer l'intérêt. Pierre Ngolo lui-même n'est pas en conformité avec la loi. C'est même lui qui a présidé le congrès au cours duquel le PCT a violé la loi qui a fait que le président Sassou soit président du comité central du Parti congolais. Donc, on est dans une situation où il faut que les dispositions soient correctement prises. Et c'est pour ça que moi, quand je le peux, je lance un appel au président de la République pour dire qu'il faut qu'il mène les démarches. Et je le lance aussi au président du Sénat et aux autres, qu'ils mènent les démarches pour qu'ils soient en conformité avec la loi. Parce qu'ils sont là en train de créer une situation de confusion, etc. Et ce n'est pas une bonne situation pour notre pays. Ou simplement parce qu'ils comptent sur leurs armes et que personne ne va donc les toucher. En fait, la population congolaise, c'est le cas de le dire, doit être aux aguets parce qu'évidemment, il y a des choses probablement qui sont en train de se préparer, mais voilà, contre le Congo-Brazzaville. Quand on a dit ça, ce n'est pas pour créer du trouble à l'ordre public. Non, 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 ce sont des informations que nous donnons par rapport à tout ce que nous recevons, que nous recoupons, bien entendu, même si Thierry Mongala pense que les réseaux sociaux, comme ils aiment à le dire, distillent des mauvaises informations, des fausses informations. Non, nous utilisons les réseaux sociaux pour communiquer, mais nous ne sommes pas les réseaux sociaux. Mais en plus, il faut toujours se rappeler de la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Voilà, garantie d'ailleurs par l'article 25 de la Constitution congolaise. Ça ne sert à rien de venir jeter l'anathème sur les autres lorsqu'on n'arrive plus à communiquer, lorsqu'on n'arrive plus à justifier certains actes. Il ne faut pas chercher le diable ailleurs. En tout cas, voilà, c'est par là que nous allons donc mettre terme à notre émission aujourd'hui. Tout à l'heure, vous l'avez dit, et ça me fait penser un peu à ce que disait le docteur Marcel Guitokoulou sur ce même plateau, que le Congo est sur un volcan. Il faut faire très attention. Alors, Clément Mirassa, c'est vraiment la fin de cette émission. Je vous laisse quelques secondes pour conclure. Moi, j'ai retenu quelque chose de fort dans le message du président de la République, du chef de l'État à l'occasion du 64e anniversaire. Il faut aimer le pays. Il faut aimer la patrie. Mais est-ce que C'est très lui-même aime fort. d'abord le pays? Parce que c'est ça la question. Ben, nous avons retenu ce qu'il a dit, mais le moment du jugement arrivera. Moi, je dirais tout simplement, Christian, que la situation de notre pays est préoccupante à plusieurs égards. D'ailleurs, tout le monde le sait. Et ça se résume dans une phrase qu'il faut bien analyser, sinon dans un contexte qui a été bien déclaré par le président de la République. Le verre est dans le fruit. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs. Ça veut absolument tout dire. Aujourd'hui, le Congo est dans une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et il faut que nous ayons un sursaut national pour en sortir. Ce sursaut peut venir des gouvernants.
J'ose l'espérer, mais nous constatons qu'on a du mal à le réaliser. Mais ce sursaut devrait venir du peuple congolais. Quand je dis sursaut, ce n'est pas nécessairement les armes. Je n'aime pas les armes. Sur le problème des terres, est-ce qu'il est normal que nous soyons silencieux? Quand le président de la République dit qu'il faut que nous léguons aux générations montantes et futures le pays dans la paix, est-ce que c'est en restant silencieux que nous allons gérer et léguer le pays dans la paix? Non. Il faut que chacun de nous assume sa responsabilité. Et lorsqu'il doit défendre les intérêts du pays, il faut qu'il les défende. C'est pour ça que je conclue. Il est 13 heures. En disant, c'est bien tout ce qui se dit. C'est très bien tout ce qui se dit. Mais il y a une chose fondamentale qui doit pratiquement être réglée. Ces jours-ci, il faut que les gouvernants s'occupent des révélations qui ont été faites par Laurent Sokoko, qui prouvent qu'effectivement, le Congo est comme sur un volcan. Et il est bon de prévenir que de guérir. Donc, j'ose espérer que les gouvernants vont tirer une très belle leçon de tout ce qui se dit et qu'on aura une attitude qui soit véritablement compatible avec les faits qui sont réels et qui sont connus des Congolais. Donc, Christian, je te remercie une fois de plus de m'avoir permis de m'expliquer. J'ose espérer que le débat est lancé. Nous sommes toujours prêts pour le débat et nous serons là pour y répondre. Chaque fois que tu auras besoin de moi, je répondrai et j'essaierai d'apporter aux Congolais le peu que je peux apporter. Ça sera avec plaisir qu'on vous recevra sur ce même plateau toutes les fois que nous aurons besoin de vous, parce que vous êtes mais vraiment une bibliothèque vivante. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Je retiens, tout à l'heure, vous avez même rappelé à Clément Mirassa, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, c'était là donc Clément Mirassa qui intervenait sur notre plateau pour le décryptage de l'actualité congolaise. Je rappelle qu'il est président du PSTC, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, statisticien. Et en tout cas, grand merci d'avoir encore été disponible pour nous. Oui, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Cliquez sur le petit pouce solaire, partagez l'émission et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se prend donc rendez-vous pour la toute prochaine fois. Mais bien avant, portez-vous bien, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.